prévue lundi. Passez une belle journée à ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, l'exercice Taillefer, un test militaire annuel effectué en Savoie par le 7e régiment du matériel de Lyon. Ce régiment spécialisé dans la maintenance des blindés et des armes est évalué en situation réelle. Gros plan sur les hockeyeurs de Chamonix qui misent sur leur nouvelle recrue et leur botte secrète, le nouveau gardien Henri Corentin-Buisse, pour rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat cette saison. Enfin, la couleur du ciel restera au bleu dominant cet après-midi avec quelques nuages par-ci, par-là, mais sans conséquence et des températures autour de 20 degrés en pleine. Un 1er octobre sous le signe de la grève, à l'appel du syndicat national des infirmiers anesthésistes diplômés et étudiants. Ils demandent des garanties sur leur formation, une réévaluation de leur rémunération et une reconnaissance de la pénibilité de leur profession. Une grève nationale qui a eu un écho à Grenoble où quelques anesthésistes de la région se sont rassemblés ce matin devant le CHU. Autre grève plus singulière, celle des employés de la mairie de Saint-Martin-d'Air, en Isère toujours, une mairie communiste qui prévoit la suppression de quelques jours de RTT de certains salariés pour que tous puissent passer aux 35 heures. Pas question pour certains d'entre eux, il y a déjà eu 2 jours sans cantine et des débrayages quotidiens. Ils étaient encore 150 ce matin à faire grève. On écoute la représentante syndicale de la CGT. Aujourd'hui, vous savez qu'avec toutes les raisons d'austérité qui se passent en France, les fonctionnaires sont beaucoup mis à mal, alors que dans notre collectivité, le service public est là et le service rendu à l'usager est extrêmement fort. Et donc les agents qui génèrent 6 jours et demi de RTT, c'est parce qu'effectivement ils travaillent plus pour rendre du service à l'usager. Donc on ne peut pas comprendre qu'une ville de la ceinture rouge de Saint-Martin-d'Air, qui d'ailleurs proteste contre l'austérité, on ne peut pas bien comprendre qu'ils enlèvent des jours de RTT qui permettent aux agents de récupérer et d'assurer encore mieux leur mission de service public. La Savoie, terrain de jeu des militaires du 7e régiment du matériel de Lyon. Je vous le disais dans les titres, un régiment spécialisé dans la maintenance des blindés et des armes. Il s'agit d'un exercice annuel baptisé Taillefer, durant lequel le savoir-faire des militaires est évalué en conditions réelles. Reportage Maxime van Oudendijk et Didier Albrand. Attaque surprise sur cette route de Haute-Maurienne. Un IED, un engin explosif improvisé, vient d'exploser au milieu d'un convoi du 7e régiment de matériel de Lyon. 2 véhicules se retrouvent isolés. Heureusement, ce n'est qu'un exercice. Son objectif ? C'est contrôler en fait les savoir-faire tactiques, s'ils sont bien mis en œuvre, et les réactions immédiates face à un IED. Parce qu'en fait, le but, c'est de transposer ensuite ce type d'exercice en situation réelle, si jamais ça devait arriver sur le territoire où on est projeté. Car ce régiment a une spécificité, la montagne. Pendant une semaine, les compagnies de Lyon et de Vars du 7e RMAT sont ici pour travailler le déploiement de leurs moyens en extérieur. Centres opérationnels et ateliers mobiles sont installés pour pouvoir mener à bien leur mission de maintenance. J'ai fait tourner le tambour de frein de parc dans le vide en fait, pour contrôler si le tambour est chaud. En fait, si les freins sont bien réglés, les garnitures à l'intérieur, on doit avoir un léger jeu. Et en fait, il ne faut pas que ça chauffe. Sur les théâtres de guerre, le régiment matériel est un soutien aux autres unités. Un support qui ne se limite pas à la mécanique des véhicules. Il y a aussi la partie, comme on dit chez nous, la technique fine. Donc tout ce qui va toucher électronique armement, donc les transmissions, l'armement, de la partie NBC pour tout ce qui va être donc de ma spécialité, les masques à gaz ou la partie incendie. Mais aussi tout ce qui va être optique, donc les jumelles, les M-point, tout ça réparé au niveau du régiment. 115 militaires participent à cet exercice grandeur nature. 23 véhicules sont mobilisés. Coût de l'opération, 15 000 € pour ce déploiement en montagne. Notre vocation n'est pas uniquement de réparer des matériels dans des infrastructures en dur, comme c'est le cas aujourd'hui à Lyon et à Vars, mais également de le faire en opération extérieure, parce que les unités du matériel sont déployées aujourd'hui en République centrafricaine, au Mali, au Liban, etc. Donc nous avons besoin de nous entraîner dans des conditions particulières pour pouvoir participer à ces opérations extérieures. Maintenance, réparation, remorquage, le 7e régiment s'entraîne à tout type de situation en montagne. Au cours de ce stage, les soldats n'échapperont pas à la plus élémentaire d'entre elles, la randonnée avec exercice au tir.
Dramatique accident de la route hier soir aux Ouches en Haute-Savoie où une mère et sa fille qui se promenaient ont été fauchées par une voiture. Elles ont été hospitalisées dans un état jugé grave. Et puis tôt ce matin, un poids lourd roulant en direction d'Annecy a traversé le terre-plein jusqu'au mur anti-bruit des voies opposées sur l'A41 entre l'aire d'Albins et Rumilly. Le chauffeur soigné à l'hôpital s'est vraisemblablement endormi au volant. Aucune victime mais des gros dégâts qui ont occasionné un bouchon de 4 km sur cet axe, comme le précise un des responsables de l'autoroute au micro de Marion Feutry. L'intervention depuis l'accident, ça a été de redresser. Il y avait deux bennes qui étaient couchées en travers des voies, donc il a fallu les remettre debout. Il a fallu évacuer la remorque qui était aussi sur la voie rapide. Quasiment presque les deux voies de l'autoroute étaient fermées. Donc, et puis maintenant, on est en train de tracter le camion qui va être évacué par le dépanneur. Les pastilles écolo, remise au goût du jour par Ségolène Royal, une réalité à partir du 1er janvier 2016. Une démarche approuvée par la ville de Grenoble qui s'est portée candidate pour être ville-test durant ce mois d'octobre. Couleur de pastille, taux d'émission de particules, amende, les détails avec Marie Michelier. La mesure annoncée en juin dernier a été réaffirmée hier par la ministre de l'écologie à l'occasion de la présentation de son plan anti-pollution. Les pastilles de couleur vont faire leur apparition sur les pare-brises grenoblois dès ce mois-ci. Dans les faits, une simplification, ce ne sont plus 6 mais 4 pastilles qui voient le jour. Verte, violette, jaune ou orange, une couleur différente en fonction des émissions de polluants et dont la demande se fera via Internet. Une mesure qui exclut les véhicules les plus anciens, avant 1997 pour les moteurs essence, avant 2006 pour les diesels. Des pastilles qui vont de pair avec la création par les mairies de zones de circulation dont l'accès sera donc limité ou interdit, de façon permanente ou ponctuelle, aux véhicules les plus polluants. Plusieurs solutions données aux maires, estime la ministre, pour restreindre le flux automobile. Grenoble et Strasbourg, les deux villes qui s'étaient portées volontaires, vont donc expérimenter le dispositif jusqu'à la fin de l'année, avant qu'il ne soit étendu aux autres grandes villes à partir de janvier 2016. Et voilà qui nous amène au troisième volet de notre série sur le réchauffement climatique et son impact dans les Alpes. Aujourd'hui, Françoise Gay et Vincent Abran ont suivi sur le terrain l'hydrologue grenoblois Bruno Willem, spécialiste des crues torrentielles d'hier et d'aujourd'hui. Dans une gorge du massif de Beldonne, Sainte-Agnès, paisible petit village de montagne. En août 2005, la vie des habitants est bouleversée par une crue historique. Pendant 48 heures, la pluie s'abat sur la commune et le torrent qui longe le village sort de son lit. On a mesuré un cumul de l'ordre de 250 mm en 2 jours, ce qui est énorme pour la région, et qui s'est concentré sur le haut du massif. Toute cette eau qui est tombée en altitude s'est concentrée dans ce torrent et a généré un débit colossal. Des maisons inondées, des habitants évacués, la rue principale ravagée par les eaux en furie. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu. Cette crue torrentielle aurait-elle un rapport avec le réchauffement climatique ? Pendant des années, l'hydrologue Bruno Willem est allé chercher des éléments de réponse dans le lac glaciaire qui domine le village, 1400 mètres plus haut. Sur le chemin, un constat, en 10 ans, les ravines ne cessent de se creuser. Cette ravine faisait à peine 50 cm, 1 mètre de profondeur, et aujourd'hui vous voyez que ça a été largement repris et que ça fait plusieurs mètres de profondeur. Bien plus haut, sous le petit glacier de Frédane, à presque 2200 mètres d'altitude, nous arrivons au lac Blanc, un lac glaciaire formé par le Vors à l'occasion d'un verrou et d'un barrage naturel. Une situation de cuvette qui lui permet de recueillir tout ce qui est transporté en amont par le torrent. On a beaucoup de matériel qui arrive dans le lac et c'est sa couleur aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'appelle lac blanc. C'est ce qui le rend opaque, c'est tout ce matériel glaciaire qui est érodé par la rivière et transporté, piégé dans ce lac aujourd'hui. Tous ces matériels constituent les sédiments, véritables mémoires incrustées dans les bas-fonds du lac. En les identifiant, en les mesurant, il a été possible de reconstituer la fréquence et l'intensité des crues passées durant un millénaire et ainsi de remonter jusqu'au Moyen-Âge, autre période chaude comparable à notre époque. Pendant cette période chaude précédente qui a duré longtemps, est-ce qu'on retrouve effectivement des événements, des crues très fortes ou pas? Et ça a été le cas. On a retrouvé des événements majeurs pendant cette dernière période chaude. Maintenant, faire l'analogie entre cette dernière période chaude et les réchauffements actuels est un peu délicat puisque ce qu'on appelle les forçages, c'est-à-dire les facteurs qui vont influer la température, ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, par exemple, on a les gaz à effet de serre
qui influencent la température. Donc il y a des processus qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, il semblerait bien que la température, l'augmentation de température fasse qu'en altitude, sur ces systèmes torrentiels, on a une augmentation de l'intensité des crues. Des crues torrentielles, moins fréquentes, mais plus intenses. Une hypothèse qui devra alimenter la réflexion sur l'organisation des territoires et sur notre comportement face au réchauffement climatique. Et justement, dans les Alpes, quel est l'impact de ce réchauffement sur les paysages et les activités humaines? Ce sera le prochain épisode de cette série. Changement de planète avec les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les écrans qui ne nous quittent plus, à tel point que certains tombent dans l'addiction à ces nouvelles technologies. Comme pour la drogue ou l'alcool, ils deviennent accros. C'est le cas d'Hervé que Nathalie Rapuc et Antoine Marnas ont rencontré. Hervé est graphiste, web designer, ce qui lui impose de passer en moyenne 8 heures par jour sur les écrans pour son travail. Mais il y a 5 ans, il passait 2 fois plus de temps connecté en gardant un œil sur les dernières actualités apparaissant sur le web. Si je me laisse aller, je vais arrêter mon job, dire « Ah tiens, c'est intéressant cette news, donc je vais aller sur la news ». Et puis comme la news m'intéresse, je vais me dire « Mais est-ce que c'est vrai ou faux ?» Les informations, Hervé les vérifiait de manière compulsive. Cette obsession, il l'a repérée quand il a constaté les conséquences sur son entourage. Une addictologue qui le suivait a identifié avec lui les symptômes. Excitation avant, plaisir pendant et manque après. Au bout d'un moment, j'ai presque une sorte de dégoût intellectuel, parce que j'ai beaucoup d'infos qui arrivent, ça me saoule, je me sens piégé en fait devant cette machine. Et j'ai presque un dégoût qui pourrait être presque physique quelquefois, c'est-à-dire je suis un peu nauséeux, les yeux. Donc là, je me dis c'est bon, quoi, faut arrêter. Aujourd'hui, il a trouvé ses limites. Depuis 4 ans, Hervé a repris le dessus et communique sur les frontières de l'addiction. Je me suis tourné vers l'extérieur, donc en fait, je participe à un groupe de parole sur les addictions. Donc je rencontre beaucoup de gens, je parle de mon expérience, j'essaye d'aider les gens à s'en sortir et donc j'ai une vraie communication, un vrai échange réel, un vrai échange réel, pas du virtuel. Voilà, et c'est quand même plus agréable. Surtout que je préfère serrer quelqu'un dans mes bras que de leur envoyer un smiley. L'exemple maintenant d'un atelier d'insertion professionnelle qui a choisi de s'adapter pour éviter de mettre la clé sous la porte. Les ateliers Marianne, spécialisés dans les costumes et les décors de théâtre, ont dû réorienter leurs activités pour faire face à la baisse des aides publiques. Un savoir-faire nouveau qui sera présenté au grand public le 3 octobre prochain à Pont-de-Clé en Isère. Damien Borelli, Dominique Semet. Des petites mains qui mesurent, découpent, cousent, ourlent et retouchent. Des esprits qui imaginent, osent et donnent vie à du prêt-à-porter. Vêtements customisés ou créés à partir de textiles recyclés, les modèles confectionnés par les couturières et apprentis stylistes des ateliers Marianne sont autant de pièces uniques. Alors on part d'un vêtement qui nous a été donné et en fait on trouve une idée pour changer son aspect, son allure. Donc on mélange les tissus, les couleurs, les matières. Là j'ai rajouté des bretelles. Et j'ai fait une petite cocarde. Et c'est donner une nouvelle vie à des vêtements qu'on nous donne. Embauchés en contrat d'insertion jusqu'à 18 mois, ces salariés viennent se former, partager un savoir-faire et trouver un équilibre. La plupart ont traversé de longues périodes de chômage. Je suis en France depuis 2008, j'ai jamais travaillé. Je trouve ici l'ambiance elle est bien, ça nous encourage à faire avancer dans notre projet personnel. Je trouve que c'est bien, ça aide beaucoup de gens à avancer. On a ressorti la mode des capes. Vous savez, Après 12 années dédiées à la création de costumes pour le théâtre, les ateliers Marianne ont été rattrapés par la crise du secteur culturel. En 2009, l'activité a été réorientée vers le prêt-à-porter. Une question de survie, d'autant que les aides publiques tendent à diminuer. C'est clair que les politiques publiques continuent à financer la partie insertion. Mais par contre, nous, on se doit de plus en plus d'être dans le développement économique pour pouvoir vivre. Mais non, nous, comme on est sur un mode du prototype, de l'économie du prototype, c'est doublement difficile parce qu'il faut avoir sans cesse de nouvelles idées, il faut avoir de la ressource, il faut avoir les marchés pour, il faut avoir une clientèle qui s'intéresse tant à la question de la solidarité emploi, tant à la question du recyclage et du plan climat,
et tend à la question de la consommation responsable. Dernière innovation des ateliers Marianne, la création de mobilier en bois de palette récupéré. Là aussi, le travail des matériaux recyclés associé à l'imagination de l'équipe permet de réaliser des produits usuels, designés maison. Voilà, donc voilà, ceux-là, tu les as recoupés là maintenant. J'ai recoupé, ouais. Donc ils ont cette largeur-là, c'est ça? C'est ça. Étagères, luminaires, mobilier de salon, chacune des pièces fabriquées ici est unique. Pour dévoiler ces réalisations au public, les ateliers Marianne organisent une journée porte ouverte ce samedi. L'objectif pour nous, c'est d'organiser cette grande vente événementielle pour faire déjà découvrir notre structure et puis surtout pouvoir présenter au grand public, aux entreprises, aux collectivités territoriales cette nouvelle orientation et puis pouvoir communiquer aussi sur le fait que tous ces meubles se déclinent en taille, en couleur et qu'on est capable de faire du sur-mesure pour s'adapter au plus près aux attentes de chacun. Trouver de nouveaux débouchés pour sauver sa mission d'insertion sociale. Tel est aujourd'hui le défi des ateliers Marianne. L'équipe espère attirer du monde ce 3 octobre. Rendez-vous toute la journée dans la zone industrielle des Îles-de-Mars, à Pont-de-Claix. Hockey sur glace, gros plan chez les Chamois de Chamonix qui affichent une belle ambition cette saison, grâce notamment au recrutement de l'un des meilleurs gardiens du championnat. Reportage de Jordan Guéant et Dominique Bourget. Il n'est pas là que pour montrer ses muscles. Henri Corentin-Buis arrive à Chamonix avec un CV impressionnant. Le gardien est l'un des meilleurs du championnat, alors charge à lui de devenir le leader défensif des Chamois, bien aidé par des statistiques avantageuses. Car Buis flirte souvent avec les 93% d'arrêt. On y pense forcément, on aimerait bien que ça se passe chaque année de la même manière. Après on travaille pour. Sur un point de vue personnel, moi, mon objectif c'est de faire encore mieux. J'espère que j'y arriverai ici. C'est évident qu'Henri pour moi était un vrai objectif déjà depuis pas mal de temps parce que c'est quelqu'un qui commence vraiment à avoir beaucoup d'expérience. Et je pense que on a la chance de l'avoir cette année dans notre équipe, ce qui nous rend meilleurs, je pense, vraiment avec son expérience. Le gardien pierre angulaire du recrutement chamonniard. Avec lui pour l'appuyer, deux nouveaux gros défenseurs. Dominique Jalbert et Pierre-Luc Lessard, des anciens Grenoblois, en quête d'un second souffle. On connaît la réputation de Chamonix dans la Ligue. C'est une équipe très rapide, c'est une équipe axée sur l'offensive. Puis Stéphane Gros, c'est un entraîneur qui laisse beaucoup de créativité offensive à ses joueurs. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. L'année dernière à Grenoble, on n'était peut-être plus dans un système défensif, puis on était un peu menotté offensivement. Car cette année, plus que jamais, Chamonix joue la prudence. 7 nouveaux joueurs, pas plus. Dans un championnat en pleine mutation, les Hauts-Savoyards misent d'abord sur leurs acquis. Un jeu offensif rapide pour décrocher une place en play-off. On va déjà se faire le top 6 et surtout le top 8 pour pouvoir être dans les play-offs, pour ne pas aller jouer cette poule de maintien qui risque d'être très compliquée et très stressante, surtout pour le coach. Des objectifs a priori timides pour une équipe désormais habituée à jouer la première moitié du tableau. Enfin, la Coupe de France de football, le tirage au sort du 5e tour s'est déroulé hier avec l'entrée en lice des clubs de national. Les matchs se joueront les 10 et 11 octobre prochains. Toutes les rencontres des équipes de la région à voir sur notre site alpes.france3.fr. Voilà pour l'information régionale. Prochain journal des Alpes ce soir 19h avec Aurélie Massé. Je vous retrouve